Bonjour tout le monde, avec vous Dr Fedia Taleb. L'objectif de cette vidéo est de voir un petit peu le rôle de la couche transport et entre autres donc les protocoles les plus importants de cette couche qui sont TCP et UDP. Alors, on a vu dans d'autres vidéos que la couche Internet du modèle TCP/IP ou bien la couche réseau du modèle OSI regorgée de protocoles qui détiennent des informations d'adressage nécessaires au voyage des données sur le réseau, mais cela n'est pas suffisant pour un bon acheminement des données. Alors les concepteurs ou les développeurs de TCP/IP ont conçu une couche supplémentaire qui recouvre la couche Internet du modèle TCP/IP pour coopérer avec IP, qui est Internet Protocol, et ajouter plusieurs compléments qui sont indispensables au bon déroulement de l'acheminement. Alors, cette couche s'appelle donc la couche transport et elle a plusieurs fonctions. Alors, la première, c'est qu'elle joue le rôle d'interface avec la couche application, ou l'application qui est en cours sur la machine d'un réseau et non pas simplement avec la machine. Donc, deuxième rôle, c'est le multiplexage démultiplexage, comme on le voit sur l'image qui est en face de nous. Alors, le multiplexage signifie recevoir les données de plusieurs entrées, donc de plusieurs applications, et les acheminer sur une seule sortie. Autrement dit, donc la source de la couche transport doit supporter plusieurs applications réseau tout en gérant le flux de données à destination de la couche Internet. Alors, il faut savoir que là, on prend en compte le modèle de TCP/IP et non pas le modèle OSI, donc dans ce cours-là. Alors, à destination, la couche transport effectue un démultiplexage, donc elle reçoit les données de la couche Internet et les répartit dans plusieurs directions, donc qui sont les différentes applications qui tournent sur la machine. Le multiplexage et le démultiplexage permettent aussi donc à une application réseau de dialoguer avec plusieurs machines. Troisième rôle qui est très important, donc c'est le contrôle d'erreur, la gestion du flux ou du flow et la vérification. Alors le système de protocole a besoin d'un ensemble de procédures qui assurent la transmission correcte des données entre les sites. Voilà, donc ces données-là peuvent être compromises à cause donc de plusieurs facteurs. Donc nous devons assurer un compromis entre l'assurance qualité et l'économie de fonctionnement, donc économie des ressources du réseau. Donc on ne doit pas abuser en transfert de certains datagrammes qui vont assurer cette qualité de façon à ne pas trop utiliser la bande passante. Alors une liaison zéro défaut coûte très cher et augmente le trafic, ce qui ralentit les échanges. Donc le compromis doit être assuré. Alors nous avons deux protocoles au niveau de cette couche. Donc c'est le protocole TCP et le protocole UDP. Alors on va voir en détail chacun de ces protocoles. Alors TCP, c'est l'acronyme de Transmission Control Protocol. Donc c'est un protocole de la couche transport de données qui est orienté connexion. Il est très utilisé, alors puisqu'il assure une très grande fiabilité. Alors son principe est que avant l'échange des données entre l'hôte source et l'hôte de destination, une connexion doit être établie entre les deux hôtes. Cette connexion dure alors soit pendant tout le transfert des données, soit un peu plus, soit une durée supplémentaire. Alors c'est un traitement orienté flux, puisqu'il traite les données octet par octet et va les formater sous forme de segments de longueur variable. La taille du segment est définie par ce qu'on appelle le MSS, qui est le Maximum Segment Size,
et qui est déterminé par la taille maximale du datagramme pouvant être transmis par le réseau sous-jacent qui est en général le réseau Ethernet. Donc ça, c'est une mesure qui a été fixée, voilà, et qu'on doit respecter. Quatrième ou cinquième point, donc c'est envoi des données dans l'ordre. Donc TCP va nous permettre d'assurer que les différents segments soient bien transmis, premièrement, et qu'ils soient reconstitués dans l'ordre, même s'ils arrivent en désordre. Donc, quelquefois, certains segments qui empruntent différentes routes peuvent arriver à des temps ou à des instants différents, donc en désordre. Et TCP, donc, qu'est-ce qu'il assure? C'est de reconstituer le bon ordre des segments et de pouvoir donc retrouver les données d'origine telles qu'elles étaient au départ. Ensuite, nous avons le contrôle de flux, alors qui permet d'éviter d'envoyer trop de données que le récepteur ne pourrait pas du tout gérer. Donc, on va essayer d'envoyer la quantité qu'il peut traiter et afin de ne pas causer un problème de congestion. Donc, contrôle de congestion du réseau. Donc, si le réseau est surchargé à un instant, un algorithme ajuste la vitesse d'envoi des paquets en fonction de la congestion du réseau. Donc ça, c'est un des objectifs du protocole TCP. Il doit aussi gérer les erreurs. Donc, si jamais il y a des paquets manquants ou des paquets qui arrivent avec erreur, TCP doit être capable de réémettre ces paquets de façon à avoir toutes les données correctes en réception. Ensuite, donc, un résultat donc, qui est logique, plus la taille des données est grande, plus le débit est meilleur, parce que, donc la raison c'est que nous passons notre temps à envoyer les données, plus que le temps nécessaire pour envoyer les accusés de réception. Alors, plus la taille des segments est grande, moins le nombre d'accusés, donc nous avons moins d'accusés de réception, et donc notre bande passante est utilisée au mieux, donc ce qui permet d'avoir un bon débit de transfert des données. TCP est utilisé pour certains protocoles qui sont utilisés au niveau de la couche application, comme HTTP ou HTTPS qui est plus sécurisé. Donc c'est un protocole de communication qui est utilisé pour le transfert de données sur le réseau de grande taille, le World Wide Web. Il définit le format des messages et leur transmission entre le client web et le serveur web. Donc TCP est utilisé dans le cas de ces deux protocoles. Il est utilisé aussi dans le cas du protocole SMTP, qui est un protocole de communication utilisé pour envoyer des emails sur Internet. Il est utilisé pour le protocole NFS, donc c'est un protocole de partage de fichiers utilisé sous Unix principalement ou Linux pour permettre un accès transparent aux fichiers et aux répertoires distants sur le réseau. Il est utilisé dans le cas du protocole SMB, qui est un protocole de communication utilisé sous Windows pour partager les fichiers, voilà, et d'autres ressources telles que les imprimantes, etc. Voilà, nous avons aussi le protocole SSH et Telnet, qui sont des protocoles d'accès à distance. Voilà, l'un est plus sécurisé que l'autre, donc SSH est plus sécurisé que Telnet. Alors, ces deux protocoles utilisent en couche transport, donc le protocole TCP. RDP, qui est un protocole qui permet de se connecter et d'accéder à un ordinateur distant. Il est très largement utilisé pour l'administration à distance. Le protocole LDAP aussi utilise le protocole TCP, voilà, qui est utilisé pour interroger les annuaires tels que Active Directory. Le protocole FTP, qui est un protocole de transfert de fichiers entre clients et serveurs, voilà, utilise aussi TCP,
ainsi que DNS, donc Domain Name Server, qui est un protocole qui permet de traduire un nom de domaine en une adresse IP, donc nous le connaissons tous. Alors, quelquefois, il utilise TCP et quelquefois, il utilise UDP. Alors, un exemple d'utilisation de TCP dans la vie quotidienne, c'est lorsque nous transférons des fichiers tels que des vidéos, par exemple de films ou autres vidéos. Alors, il faut que tous les segments arrivent à destination, sinon le fichier sera corrompu. Alors, pour un tel transfert de données, il nous faut un protocole qui soit très fiable et qui est donc TCP plutôt que UDP. Sous TCP, tout se passe dans une connexion ou dans un contexte connectif. Donc TCP reçoit et envoie les données via une connexion qui doit être requise, ouverte et exploitée et fermée selon les règles TCP. Par exemple, pour l'ouverture d'une connexion TCP, alors elle doit se faire en 3 étapes qui s'appellent le three-way handshare. Alors, la première étape, donc, c'est que l'hôte A va envoyer un signal à l'hôte B, disant que l'hôte veut établir une connexion. Alors, il envoie le signal SYN avec donc le client qui désire établir une connexion avec un serveur va envoyer un premier paquet, ça s'appelle le paquet SYN, donc il l'envoie au serveur. Le numéro de séquence de ce paquet est un nombre aléatoire qu'il va choisir lui-même. Ensuite, donc l'hôte B, qui peut être un serveur, va répondre au client à l'aide ou à l'hôte B à l'aide d'un paquet SYN-ACK, donc qui est représenté sur l'image, qui veut dire Synchronized Acknowledge. Alors le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté de 1. Donc si le numéro de séquence du paquet précédent était égal à x, cette fois il sera égal à x plus 1. Tandis que le numéro de séquence du paquet SYN-ACK est un nombre aléatoire qui est choisi par l'hôte B et qui est dans ce cas-là nommé y. Alors, troisième signal envoyé, c'est le signal ACK, alors qui permet de terminer, c'est le client donc qui va l'envoyer au serveur et qui va servir d'accusé de réception. Alors le numéro de séquence de ce paquet est augmenté de 1 par rapport au dernier qu'il a envoyé. Alors soit x plus 1. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est x plus 1. Et le numéro de la CK est égal au numéro de séquence du paquet précédent, SYN-ACK incrémenté, donc de 1, alors qui est égal cette fois-ci à y plus 1. Alors une fois que le three-way handshare est effectué, le client ou l'hôte A et l'hôte B, qui peut être un serveur, vont pouvoir commencer à envoyer donc ou à recevoir les données. Alors les étapes 1 et 2 de cet établissement de la connexion définissent le numéro de séquence de la communication du client et du serveur, et les étapes donc 2 et 3 définissent le numéro de séquence pour la communication dans l'autre sens, voilà, de l'hôte B vers l'hôte A. Alors, une communication en full duplex est maintenant établie entre les deux hôtes, voilà, qui sont le client et le serveur. Chaque échange donc, contient les deux numéros, un numéro de séquence et un numéro d'acquittement, ACK. Ces numéros, donc, ils sont indispensables pour suivre la connexion. Alors, pour les attaques par déni de service, ils sont destinés à refuser des services à des hôtes légitimes qui tentent d'établir des connexions. Alors, les attaques par déni de service sont utilisées par les pirates pour bloquer le processus normal d'échange en 3 étapes que nous voyons en haut de l'image. Donc, ce sont les 3 premières flèches. Alors, ce qui oblige les unités cibles à envoyer un accusé de réception à des adresses sources qui ne complètent pas l'échange en 3 étapes. Donc, c'est ce que nous voyons en bas de l'image, c'est la partie inondation.
Donc, dans cette attaque, par déni de service, les pirates lancent une synchronisation, mais avec une adresse IP source qui est usurpée. Alors, l'unité réceptrice va répondre à une adresse IP inexistante ou inaccessible. Ensuite, le pirate va inonder l'hôte attaqué de fausses requêtes SYN, l'obligeant à utiliser toutes les ressources de connexion, ce qui va l'empêcher de répondre aux requêtes de connexion qui sont légitimes. Voilà, donc c'est un type d'attaque qui va exploiter l'établissement de la connexion entre l'hôte source et l'hôte de destination pour un petit peu, si on veut, prendre toutes les ressources du récepteur et l'empêcher de répondre aux requêtes auxquelles il devait répondre, provenant de personnes légitimes. Alors pour la fermeture d'une connexion TCP, nous avons deux méthodes, soit la méthode propre, soit la méthode brutale. Alors nous allons commencer par la méthode propre. Alors en fin d'une transmission, la machine qui clôt la connexion, qui est au niveau de l'image, c'est l'hôte A. Donc la machine va envoyer un segment final avec un drapeau fin mis à 1. Alors l'application entre alors en état fin wait. Dans cet état, le logiciel TCP de la machine source continue à recevoir des segments et traite donc le segment final, mais aucun autre segment en provenance de l'application en cours ne sera pris en compte. Alors l'hôte B qui reçoit le segment fin retourne un accusé de réception de fin, expédie les segments qui restent, puis notifie à l'application locale qu'un fin a été reçu. L'hôte B va envoyer à son tour un segment fin à la machine source, donc qui est hôte A, et et A va accuser réception, ce qui met fin à la connexion. Dans la méthode brutale, si la connexion ne peut pas être terminée normalement, soit parce qu'on est dans l'incapacité de joindre l'hôte distant, ou qu'il y a eu une coupure de réseau, ou qu'il y a eu l'occurrence d'un bug, etc. Donc il faut forcer la fermeture de la connexion par un TCP reset, voilà qui va, si on veut, il va mettre à zéro notre connexion. Alors pour ce qui est du segment TCP, alors nous l'avons en face de nous, il se compose de tous ces champs. Alors si justement il est complexe, c'est parce que TCP est très riche et il a une très grande richesse de fonctionnement ou de fonctions. Alors nous allons détailler dans le slide suivant chacun de ces champs. Alors toutes ces informations de contrôle et de vérification contenues dans le segment TCP, ils sont là justement pour être exploités par la machine réceptrice. Voilà. Alors les routeurs en chemin n'ont aucun rôle dans l'assurance qualité de ce qu'ils acheminent. Voilà, donc les routeurs vont acheminer les paquets tels qu'ils les reçoivent et ne traitent pas du tout ces informations-là, donc c'est pas du tout leur rôle. Leur rôle, c'est l'acheminement. Alors le port source, c'est quoi? C'est le port assigné à l'application sur la machine source. Le port de destination, c'est le port qui a été assigné à l'application sur la machine de destination. Voilà, donc ce sont les deux champs que nous voyons en premier. Ils prennent tous les deux 16 bits. Le numéro de séquence qui est codé sur 32 bits, il est utilisé pour numéroter les segments de données envoyés sur une connexion TCP. Chaque segment TCP est assigné à un numéro de segment unique afin que le destinataire puisse reconstituer tous les segments dans le bon ordre. Ceci garantit donc une fiabilité de la transmission des données. Ensuite, nous avons le numéro acknowledgement qui prend aussi 32 bits. Alors, il associe à un segment reçu un numéro de séquence du dernier octet reçu plus 1. Alors le décalage qui prend 4 bits, il contient la longueur de l'entête
qui est égal au nombre de mots de 32 bits et ça peut aller jusqu'à 15. Le champ réservé qui prend 6 bits. Alors, c'est prévu pour un développement futur de TCP. Le champ drapeau ou flag, voilà, donc c'est situé entre le champ réservé et le champ Windows Size. Alors, il y a plusieurs informations qui sont particulières et relatives au segment de données. Par exemple, urgent, lorsque la valeur est égale à 1, signifie que c'est urgent, donc, et la valeur du pointeur d'urgence doit être prise en compte. Alors, par exemple, ACK, que j'ai cité ici, si il est mis à 1, cela signifie que le champ numéro d'accusé de réception est à prendre en compte. PSH à 1 dit que TCP dit à TCP de pousser les données dans le pipe ou dans le chemin de l'application. Le champ RST, donc s'il est égal à 1, cela permet de nous indiquer qu'il faut réinitialiser l'application. Le champ SYN, lorsqu'il est égal à 1, alors les numéros de séquence seront synchronisés, indiquant alors que le début d'une connexion vient de se produire. Le champ fin permet, donc s'il est à 1, il permet à l'émetteur à dire que l'émetteur n'a rien à transmettre, etc., etc. Alors, le champ fenêtre Windows Size, qui est codé sur 16 bits, il est utilisé pour contrôler le flux des données. Cette fenêtre détermine le nombre de séquences que l'émetteur va envoyer sans exiger d'accusé de réception. Alors, depuis la dernière séquence qui a fait l'objet d'un accusé de réception, en d'autres termes, il spécifie le nombre d'octets de données qui seront envoyés avant de recevoir l'accusé à l'autre bout, et cela depuis le dernier octet qui a exigé un ACK. Le champ checksum ou somme de contrôle est codé sur 16 bits. Il est utilisé pour contrôler l'intégrité des données. Alors la machine destinataire va effectuer un calcul sur le segment de données et le comparer au résultat ou au champ qu'elle a reçu. Voilà, donc si les champs sont différents, ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. Alors si il y a des erreurs justement, TCP va redemander la retransmission des segments corrompus, ce qui va garantir que les données sont livrées sans erreur. Pointeur d'urgence codé sur 16 bits. Donc c'est un pointeur de décalage qui pointe vers le numéro de séquence, indiquant le début d'une information urgente. Donc voilà ce que ça veut dire. Le champ option, alors il permet d'établir un choix parmi un petit ensemble d'options. Le champ remplissage, complément, donc avec des zéros pour assurer une longueur de 32 bits. Alors UDP, c'est l'acronyme de User Datagram Protocol. C'est un protocole de communication sans connexion. Cela veut dire qu'il n'établit aucune connexion en amont d'une transmission de données. UDP transporte les données vers l'hôte de destination sans chercher à savoir si l'hôte de destination a bien reçu l'ensemble des données. Donc, il n'établit aucune connexion avec l'hôte distant et ne cherche pas à vérifier les erreurs. UDP est plus rapide que TCP, voilà, puisqu'il assure une moindre fiabilité, donc moins de transfert de données, enfin de signaux nécessaires pour que la fiabilité soit assurée. Alors, il est plus rapide que TCP, consomme moins de ressources. UDP n'est pas capable de réémettre les paquets perdus et on suit le principe de fire and forget, donc tire et oublie, ce qui veut dire envoyer les données et oublier. Il assure un contrôle d'erreur rudimentaire à l'extrême et une gestion plus légère de la qualité, ce qui ne veut pas dire que nous perdons la totale qualité. Il peut être très très utile dans certains cas. L'objet essentiel du protocole UDP est de soumettre des datagrammes à la couche application. Voilà, donc le protocole UDP
fait peu de choses. Il emploie donc une structure d'entête qui est très très simplifiée. Comme exemple de protocole qui utilise UDP, nous avons le protocole DNS. Alors nous avons dit auparavant que justement, quelquefois il utilisait TCP et quelquefois il utilise UDP, mais très rarement. Donc, système de nom. Alors, DNS, on rappelle que c'est un système de nom de domaine qui traduit les noms de domaine en adresse IP numérique. Le protocole SNMP, donc c'est un protocole de communication largement utilisé pour superviser et gérer les périphériques réseau tels que les routeurs, commutateurs, serveurs, imprimantes, etc. Protocole NMP utilise aussi UDP. Donc, c'est utilisé pour synchroniser l'horloge des ordinateurs et des périphériques afin de garantir qu'ils soient tous à la même heure précise. Protocole TFTP, donc il ressemble à FTP sauf qu'il est plus léger et plus simplifié. Il est utilisé dans les réseaux simples et restreints comme les réseaux locaux LAN. Alors, exemple d'utilisation du TP dans la vie réelle, par exemple pour le streaming vidéo. Alors, il est possible d'utiliser TCP ou UDP, donc tout dépend de notre exigence. UDP allège la charge du serveur distant, surtout alors si la perte d'image est tolérable. Aucun intérêt donc à chercher les images qui manquent, et ce qui va nous permettre d'avoir une latence plus faible que si nous avions utilisé TCP. Par exemple, dans le cas de la téléphonie IP, avec TCP, les données non reçues seront retransmises, chose qu'on ne souhaite pas du tout. Donc, on ne souhaite pas recevoir des fragments de la conversation en retard. Alors, ce qui va faire paraître la conversation comme très étrange. Alors, UDP est préféré dans ce type de cas. Alors, puisque UDP est très simple et très basique, alors il emploie donc une structure d'entête qui est très très simplifiée. Il comporte en gros le port source, port de destination, la longueur UDP, checksum et la partie des données que nous voulons envoyer. Alors le port source, il représente toujours, donc c'est le port assigné à l'application sur la machine source. Le port de destination et le port assigné à l'application sur la machine de destination, tous les deux, ils prennent 16 bits. La longueur, qui représente la longueur du datagramme et qui est toujours supérieure ou égale à 8. La longueur de l'entête est égale à 8 octets, donc la longueur du datagramme en entier doit être toujours supérieure à 8. Pour le checksum ou le champ somme de contrôle qui est codé sur 16 bits, donc il est facultatif dans le cas du DP, mais il est souvent calculé. Il est calculé donc sur l'ensemble du datagramme UDP. Le destinataire vérifie le checksum pour détecter toute altération des données. Si le checksum ne correspond pas au checksum reçu, le datagramme est généralement rejeté et non pas retransmis comme dans le cas de TCP. Alors la couche transport sert, comme on l'avait vu, d'interface entre l'application et le réseau, fournissant une méthode d'adressage des données réseau aux dites applications. Alors sous TCP/IP, les applications peuvent adresser des données au moyen d'un module de protocole TCP ou UDP. Donc TCP et UDP font tous les deux appel au principe du numéro de port. Alors un numéro de port se définit comme étant une adresse interne permettant d'établir un chemin bidirectionnel entre la couche application et la couche transport. Donc c'est grâce à ce numéro de port qu'on va savoir à quelle application on va remettre les données, et dans le sens contraire, on va savoir de quelle application provient ces données. Donc si l'on regarde de plus près le processus d'adressage de la couche transport, pour les applications, on s'aperçoit que les données sous TCP ou UDP sont expédiées vers un socket qui est un numéro de port associé à une adresse IP, comme par exemple 50.100.150.200.21, où la première partie, qui sont les 4 premiers octets, représente l'adresse IP de la machine, et 21, c'est le numéro de port associé à
au protocole FTP, qui est le protocole de transfert de fichiers. Alors, ce système de socket permet à TCP et UDP d'effectuer une tâche essentielle que nous avons vue auparavant, qui est le multiplexage-démultiplexage. Alors, le multiplexage consiste à mettre en série les données qui arrivent en parallèle, donc qui nous proviennent des différentes applications. On va les mettre en série, voilà. Et le démultiplexage, c'est l'opération contraire, qui consiste à mettre en parallèle les données qui arrivent en série, donc dans le sens montant, c'est-à-dire à la réception des données, on va recevoir les données en série, on va essayer de les remettre en parallèle pour qu'ils prennent différents chemins vers différentes applications auxquelles ces données sont destinées. Alors, sans numéro de port, on ne peut pas effectuer ce tri ou ce démultiplexage. Alors, le multiplexage-démultiplexage va permettre au bas niveau de TCP/IP de traiter les données sans tenir compte des applications à partir d'origine ou à partir desquelles ces données ont été transmises. Donc, il fait appel aux adresses des sockets, qui est un point d'entrée unique pour une application sur une machine donnée. Plusieurs numéros de port ont été définis, que ce soit pour TCP ou UDP. Par exemple, l'application ou le service Echo a un numéro de port égal à 7, FTP c'est 21, domaine ou DNS c'est 53, Telnet c'est 23, SMTP c'est 25, POP c'est 109, etc., etc. HTTP, le plus connu, c'est le port 80. Voilà, tous ces ports donc, ont été standardisés par l'IANA. Un pare-feu est un système qui protège un réseau local des tentatives d'accès d'intrus via Internet. Le terme pare-feu appartient au jargon Internet, mais peut être employé dans différents sens. Le pare-feu est un dispositif de protection de ports sous TCP ou UDP. Alors, c'est aussi appelé firewall en anglais. Il est parfois utilisé comme un verbe qui veut dire interdire l'accès. Par exemple, l'utilisation non autorisée de Telnet sur un réseau local peut poser un problème de sécurité. Alors, notre serveur dans le réseau local peut être configuré de façon à interdire l'accès à Telnet sur le port 23. Seulement, cette interdiction d'accès peut déranger les postes du réseau local. Alors, la solution est de justement utiliser un pare-feu qui bloque l'accès au port 23 depuis l'extérieur seulement, comme c'est représenté sur l'image. Donc, cela peut être appliqué pour tous les ports que nous voulons bloquer, sauf les ports indispensables et que les clients auxquels les clients veulent accéder de partout. Alors, comme comparaison entre TCP et UDP, alors pour la fiabilité, elle est très élevée pour TCP et faible pour UDP. Pour la vitesse, elle est faible pour TCP et très élevée pour UDP. En fait, plus nous assurons de fiabilité, plus de segments seront transmis en plus et plus la vitesse sera réduite. Pour la détection des erreurs, TCP permet de détecter les erreurs et UDP ne le permet pas. Aussi, pour la correction des erreurs, TCP permet de corriger les erreurs et soit en redemandant une transmission, voilà, et UDP rejette le paquet tout simplement si jamais il y a une erreur. Pour le contrôle de la congestion, donc TCP permet de contrôler la congestion et UDP non. Mécanisme d'accusé de réception, alors TCP accuse réception pour tout ce qu'elle reçoit et UDP n'accuse pas la réception. Pour le type, alors on avait vu que TCP était orienté connexion et UDP n'était pas orienté connexion. Le séquençage des segments se fait au niveau de TCP. Par contre, pour UDP, il n'y a pas de numéro de séquence. C'est ce que nous avons vu au niveau du paquet ou du segment UDP. Voilà.
Le checksum, il est calculé pour TCP automatiquement et pour UDP, il est facultatif mais calculé la plupart des fois. Pour le multiplexage et démultiplexage, TCP et UDP utilisent le principe de numéro de port, donc tous les deux permettent d'assurer ce service de multiplexage et de démultiplexage. Alors comme conclusion, TCP c'est un protocole de la couche transport qui permet une très grande fiabilité de transfert des données, mais cela n'empêche que UDP, même s'il n'est pas fiable, peut être très très utile dans certains cas. J'espère que vous avez compris ce cours. Alors si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.